Propose un petit sondage. Je peux dire dans les retours que beaucoup de personnes connaissaient l'internet des objets. Bon, très bien, même tout le monde pour l'instant. Par contre, l'IoB, ça c'était l'inconnu de la soirée. Donc il y a au moins cette expression-là qui est nouvelle. Alors, est-ce que l'IoB peut être bienveillant? J'ai peu de réponses pour le moment, mais bon, il y en a un qui s'en méfie beaucoup. Et il y en a qui donnent quand même une note assez positive dans l'ensemble sur la nouvelle technologie, pardon. Sur l'IoB, c'est un petit peu plus partagé, plus précisément. Et puis, je vois que pour les usages bienveillants et malveillants, ça se départage un petit. Écoutez, c'est simple. Apparemment, en fonction de chacun d'entre vous, je vous afficherai ce que j'ai sous les yeux. On peut voir aussi bien des usages bienveillants que malveillants pour chacun des items. Par exemple, en gériatrie, bon, voilà, les gens voient être quelque chose de bienveillant et de malveillant en même temps, et neutre. On a un petit peu tout. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour je regarde quels sont les items qui seraient usages plutôt malveillants. Je pensais avoir des usages très, très malveillants de côté militaire, mais on a un équivalent entre neutre et malveillant. D'un point de vue bienveillant, en termes de sécurité publique, sécurité routière, confort et gériatrie, on a quand même des usages bienveillants qui sont pensés de votre côté. Est-ce que les législations actuelles peuvent protéger les usages malveillants de l'IoB? Pour l'instant, non. La réponse serait plutôt non. Et je vois, est-ce qu'il y a des questions dans les commentaires? Pour l'instant, non plus. Donc, beaucoup de personnes qui s'intéressent à la prévention en santé, l'aide au handicap, personnes âgées, des usages sanitaires. On parle de Big Brother, en bien pire, contrôle des populations, oui, débat démocratique, plan d'encadrement, contre-pouvoir indépendant, en se connectant seulement avec parcimonie. Est-ce que des personnes veulent détailler un petit peu plus leurs pensées maintenant que vous avez eu le temps de remplir un petit peu? Non, personnellement, moi aussi, déjà merci pour cette conférence. Et je dois reconnaître que je suis quand même assez dubitatif en fait sur l'utilisation vertueuse de ce genre de technologie en fait. C'est que je me dis que ce genre de technologie, il y aura une forme d'appropriation à un but financier avant tout, c'est-à-dire qui sera dirigé vers l'endroit où l'argent sera le plus facile à faire. Et donc, il sera détourné d'un but vertueux, à savoir, par exemple, notamment la santé, les loisirs, le culturel, l'aspect climatique et tout ça. Et donc, ma crainte, elle réside vraiment là dans ce genre de technologie, en fait. Et sur l'aspect législatif, en effet, je suis encore plus dubitatif, puisque je trouve qu'on revient souvent au même dilemme, à savoir que la législation, plus elle est contraignante, plus elle peut être protectrice vis-à-vis des utilisateurs, mais elle freine également le développement d'une technologie. Et dans la mesure où c'est toujours pareil, c'est la course à qui développera le plus la technologie et donc avoir une législation qui soit moins contraignante pour promouvoir le développement de ce genre de choses. Je trouve que, alors, je ne sais pas si c'est Norman ou Normand. Norman? Norman, ouais. Norman a bien résumé la situation, tant sur le plan des lois, les limites aussi, parce qu'on pourrait se dire, bon, on interdit tout, mais on ne peut pas revenir en arrière à l'étape où on nettoie notre linge au bord de la rivière. Donc, on a en plus des outils maintenant qui captent nos mouvements, nos faits et gestes, comment l'utiliser à bon escient et ou comment se protéger aussi à mauvais escient. Alors, il y a beaucoup de débats éthiques, souvent avec des thématiques sur la bioéthique, sur l'usage de l'IoT, sur l'usage dans tel et tel domaine. Donc, on arrive à trouver quand même des débuts de réponse. On a, on a heureusement en Europe, on a le RGPD, en France, on a la CNIL, mais on voit qu'on a quand même des limites. Par exemple, les outils de tracking qu'on utilise aujourd'hui avec tous anti-Covid. Oui, j'ai dit Stop Covid pendant le nom actuel me revient, c'est le nom que ça avait au début de la pandémie. Aujourd'hui, la CNIL dit ah bah, attendez, nous, on veut savoir si ça marche. Pour savoir si on continue ou pas à collecter des données, parce qu'on nous a dit qu'on utilisait ça à bon escient, et puis bah, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas si ça marche. Donc, on nous a promis d'avoir des informations, des statistiques pour voir si effectivement ça ralentit ou pas la pandémie, de connaître qui a rencontré qui et empêcher les gens de rentrer dans certains lieux. Et voilà, on a un manque d'informations sur un outil qui peut être utilisé par toute la population, qui est contrôlé par un État. Et on voit dans d'autres pays, comme la
machines où on a un mésusage plus étendu, où en fonction du score que vous avez, vous connaissez ça certainement, on vous associe un score social. Donc, vous faites des bêtises ou pire que ça, vous connaissez quelqu'un qui fait des bêtises et là, vous avez votre score qui diminue au point de ne plus avoir droit à des logements sociaux, de perdre votre travail. Voilà. Et donc, on a des dérives qui sont terribles. Mais en même temps, on a un outil qui peut faire des belles choses. Voilà, je pense notamment en gériatrie, en psychologie, etc. Parce qu'avoir un psychologue disponible H24, 7 jours sur 7, c'est très compliqué. Pareil pour les personnes qui s'occupent des personnes âgées, pour pouvoir être là, on a vu notamment pendant le Covid aussi des robots de téléprésence, des outils qui permettent de détecter des cris, des mouvements de panique, des choses comme ça. On voit qu'il y a des bons usages aussi qui peuvent être faits de ces technologies-là. Donc c'est compliqué. Moi, je dis en tout cas que, enfin, pour répondre à la question qui n'est pas posée, mais comment faire le choix entre on l'utilise pas, savoir. C'est comme un couteau, en fait. Un couteau, on peut l'utiliser à bon escient pour couper sa viande ou pour sauver la vie de quelqu'un si on est chirurgien, plutôt dans le cas d'un scalpel. Et puis, on peut l'utiliser à mauvais escient pour tuer quelqu'un. Donc, il y a toute une analyse à faire de à quel moment l'utiliser, comment c'est utilisé pour pouvoir avoir un usage bienveillant, si on peut dire. Et il y a beaucoup de travail pour en arriver là. Même l'émergence même du mot IOB, ce n'est pas une norme, on ne s'est pas dit, tiens, on va commencer à faire ça. Non, c'est Gartner qui a dit, ah, les grands GAFA commencent à faire ça déjà depuis un petit moment, donc on va trouver un nom, on va appeler ça IOB. Et voilà, et maintenant que ça existe, ben, on va essayer de légiférer dessus. Huguette avait une question. Euh, c'est davantage un commentaire qu'une question. Moi, je suis très méfiante de ces choses-là. Et ce que je vais raconter, ça m'est arrivé à ma très grande surprise. Alors, je suis en train d'écrire sur Messenger et en même temps, il y a mon chat qui fait une bêtise. Alors, je lui dis des choses pas gentilles et le Messenger écrit automatiquement les mots que je viens de dire. Alors, quand on dit qu'on n'est pas épié par ce charmant moyen de communication, j'avoue que je mets énormément de bémols. Je l'ai raconté à des amis et je ne suis pas la seule à qui ce soit arrivé. Alors, avant d'entrer dans la maison des trucs comme Helix ou je ne sais pas quel nom ça porte chez vous, mais j'avoue que over my dead body. Un autre aspect qui est assez préoccupant, c'est que quand on parle de protection gouvernementale, nos gouvernements ont la fâcheuse habitude d'être en réaction plutôt qu'en proaction. Et ça demande, et c'est très clair que nos gouvernements n'ont pas le pouvoir économique des GAFA, pardon. Et alors, on est toujours en retard et on a de la difficulté à prévoir ce qui peut arriver et donc encore plus à légiférer pour éviter les dérives. Et moi, avant de me brancher sur la conférence, je lisais un petit entrefilet comme quoi que la matière aux confins du vivant et du non-vivant est capable de se reproduire. Alors, j'avoue que tout ça, ça donne froid dans le dos. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'éteindre votre ventilateur. Vous avez au plafond déjà pour avoir moins froid dans le dos. Parce qu'après, quelle est la machine qui contrôle ça? Quel GAFA l'a fabriqué? Voilà. Mais oui. Après, je vais juste revenir sur une chose, c'est que les gouvernements, c'est vrai, corrigent avant d'être plutôt proactifs, mais il y a de plus en plus, enfin, je vois en tout cas, en France, par exemple, on a Cédric Villani, on a maintenant des personnes qui se soucient, qui essayent d'arriver avant que le problème ne survienne, qui alertent. Voilà. J'ai eu l'occasion de travailler, en tout cas, à la consultation publique de Cédric Villani, et on essaye, alors c'est compliqué parce que les nouvelles technologies vont parfois plus vite que effectivement les lois, etc. Et puis
existe aussi des organes, notamment en France, on a la CNIL qui existe depuis bien avant que tous anti-Covid existent. Donc, ils se sont adaptés, ils ont autorisé, ils ont étudié, voilà, même s'ils n'ont pas un pouvoir extraordinaire, ils existaient déjà avant, ils se sont adaptés par rapport à ces outils-là. Donc, mais en tout cas, je vois d'un œil un peu extérieur qu'on essaye de faire des choses, effectivement, pour être plus proactif, mais c'est vrai que c'est mieux que de corriger après coup. Merci beaucoup, Huguette. Est-ce que, je crois que c'est Arnaud qui avait levé la main en premier. Oui. Est-ce qu'Arnaud a quelque chose à dire? Oui, alors, j'avais quelques remarques. Déjà, merci pour cette présentation, pour cette conférence. J'avais quelques remarques, mais vous y avez les uns et les autres un petit peu déjà répondu. Par exemple, dans le questionnaire que tu nous as envoyé, moi, j'ai eu un petit peu de mal à répondre par rapport à la bienveillance. Et parce que je trouve que la question est comment dire, pas mal posée, mais un petit peu difficile à y répondre, dans la mesure où la bienveillance, ça reste, il me semble, quelque chose qui est encore dans la maîtrise de l'être humain. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, oula, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, le micro est un peu bizarre. Oui, il sature. Il sature un peu, oui. Bon, j'espère que ça va passer quand même. Oui, donc ce ne sont que des outils et normalement, c'est quand même nous encore qui avons la maîtrise, même si on voit que l'objectif, c'est quand même aussi d'influencer nos comportements. Donc, la bienveillance par rapport à militaire, je trouve que la question est un petit peu dévoyée parce que militaire, ça peut forcément influencer aussi notre réponse en disant militaire, c'est pas très bienveillant, mais dans des outils militaires, l'IA peut avoir quelques vertus aussi. J'ai pas d'exemple là en tête, mais je peux vous en donner un, par exemple, détecter le comportement d'un kamikaze avant qu'il se fasse exploser à l'approche d'une caserne, par exemple. C'est ça. Donc là, ça va être bienveillant. Pour d'autres choses, ça sera malveillant. Donc, pour moi, j'ai mis neutre en fait partout, hein, tout simplement. Pour ce qui est de la législation, oui, comme l'a souligné Huguette, et puis toi aussi dans ta réponse, je pense que malheureusement, et dans d'autres faits de société autres que l'intelligence artificielle, le droit souvent s'adapte et n'anticipe pas forcément. On le voit, par exemple, pour le mariage pour tous ou des phénomènes là, en ce moment, on parle aussi de procréation assistée, de choses comme ça. En fait, souvent, la loi s'adapte à des pratiques qui existent déjà. Donc, c'est des débats qu'il faut avoir. Le souci va être plus éthique. Ça, je pense que là encore, ce sont des outils. Un marteau, ça sert à enfoncer des clous. Ça peut aussi servir à tuer son voisin. Et c'est à nous de déterminer ce qui doit être fait avec et ce qui doit être interdit. Et pour finir, une petite anecdote, moi aussi, je me suis demandé si j'étais parano ou si je ne sais pas, mais il m'arrive de temps en temps d'aller faire une recherche Google. Et bon, je ne sais pas, peut-être vous ne faites pas ça, mais moi, ça m'arrive de penser tout haut. Et j'ai l'impression que mon téléphone m'écoute parfois. Parce que je vais sur Google et je n'ai pas tapé deux lettres de la recherche que je veux faire. Et dans les propositions, il y a déjà, par exemple, ça m'est arrivé, je crois, hier, je cherchais le nom d'un restaurant. Et peut-être, je ne sais pas si j'en avais parlé avant avec quelqu'un ou quoi. Et ça arrive de suite dans les propositions. Et je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Autant j'arrive à comprendre quand je navigue sur Internet, je cherche des choses et que ensuite j'ai des pages de publicité qui vont me proposer des produits, etc. Ça, je comprends bien comment ça fonctionne. Mais là, je me dis, mais en fait, c'est l'œil de Moscou, quoi. Ils nous espionnent tout le temps.
Et puis là, c'est quelque chose que vous avez perçu, vous en êtes rendu compte, mais il y a, on essaye, par exemple, vous savez, ils vont détecter par exemple que vous avez un enfant en bas âge et on va vouloir vous vendre par exemple des couches culottes, enfin je dis n'importe quoi, Ah et ouais. ben, on va vous faire passer plein de publicités de différents objets et puis à un moment donné, on va placer les couches culottes à un moment donné qui paraît complètement anodin, alors que c'est ça la cible en tout cas depuis le début. Donc, et du coup, on ne s'en rend pas compte. Donc, en résumé, le danger, ça reste, il me semble, ça reste nous. Et c'est à nous de nous autoréguler, il me semble. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Arnaud. Avec Pierre Hugo qui avait une question. Oui, je vois la main de Pierre Hugo. Oui, alors c'est pas tout à fait une question, je voulais réagir à un truc de tout à l'heure. D'abord, merci pour cette conférence. Je trouve en peu de temps, il y a énormément de choses et ça fait énormément réfléchir. Non, je voulais revenir sur deux trucs. L'image du couteau, elle est sympa, mais je trouve qu'il y a quand même une énorme limite. C'est que le concept du couteau appartient à tout le monde, alors que tous ces outils ont un propriétaire. Et il y a quand même quelqu'un qui met du fric pour développer toutes ces technologies. Et c'est évident que si on met du fric, c'est à un moment donné pour avoir un retour sur investissement. Chose qu'on n'a pas avec le couteau. Je veux dire, l'humain a inventé à un moment donné le couteau et il y avait une sorte de, même s'il y avait un intérêt, mais il y avait une gratuité quant à ça. Donc je trouve la différence, on ne peut pas tout comparer au couteau ou au tournevis. Oui. Hein. Oui. Donc ça, et ouais, mais on est direct dans le domaine du privé, là. Hein, la technologie appartient à quelqu'un. Donc après, il faudra payer pour avoir la mise à jour, le truc, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que tu as fait référence à la CNIL, donc qui a été créée en 1974 parce qu'il y a eu une application, enfin pas une application, mise en place par l'INSEE d'un immense fichier qui s'appelait Safari, et que grâce à un article du Canard enchaîné, ça a fait une levée de bouclier. Mais depuis ce temps-là, la CNIL voit systématiquement son pouvoir rogné. Et la CNIL, je crois que c'est l'ancien président de la CNIL qui justement alertait sur le fait que ses pouvoirs et ses moyens sont de plus en plus réduits. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est bien que ça existe, hein, je m'en félicite, mais on peut déplorer le fait qu'elle perde en puissance. Et puis elle a juste un petit avis consultatif sur lequel on peut s'asseoir très tranquillement. Je ne pense pas que ça soit une instance qui soit à l'heure actuelle très connue des citoyens. Je pense qu'un micro-trottoir nous révélerait que la CNIL, il y a beaucoup, enfin peut-être je me trompe, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent même jusqu'à son existence. Et ses pouvoirs sont mais vraiment affaiblis. Voilà. Donc ça, que consultatif, effectivement. Ah oui, que consultatif et vaguement, enfin voilà. Et en gros, c'est juste, c'est un peu comme le défenseur des droits, quoi. C'est bon, c'est quelqu'un qui râle dans son coin et sur lequel, bon, on l'écoute poliment et puis, blanc, on fait passer enfin voilà, des lois et des trucs comme ça. Donc moi, c'est ça qui m'a inspiré plutôt de la méfiance. Je trouve que tout ça n'est pas suffisamment dans le champ démocratique. Et démocratie, ce n'est pas uniquement le fait que ça soit plébiscité par les gens, mais la démocratie, un des piliers, c'est qu'il y ait des contre-pouvoirs et surtout du contrôle par le citoyen ou ses représentants. Voilà, c'était juste ça. Non, mais merci beaucoup pour ces remarques qui sont effectivement très, très pointues comme le couteau. Et alors, je vois aussi, il y a des mains. Alors, je crois que Arnaud a quelque chose à dire et il y a Marianne. Est-ce que Arnaud, vous voulez compléter ce que vous avez dit? Vous allez lever la main avant. Je vous laisse. Oui, alors ça va rejoindre un petit peu là aussi ce qui vient d'être dit par Pierre Hugo. Moi, ce qui m'inquiète plus dans ce qu'on vit depuis quelques décennies, et je trouve que ça s'accélère, c'est la complexification du monde, et notamment à travers toutes ces technologies. Et cette fausse impression, il me semble,
de contrôle, justement, sur des technologies sur lesquelles on a finalement de moins en moins de maîtrise, il me semble, dans le sens où l'informatique, ça évolue très très vite, de plus en plus vite, et sous des artifices d'ergonomie, en fait, on a des outils qui sont de plus en plus simples à utiliser, mais de moins en moins, il me semble, de moins en moins de personnes comprennent vraiment comment ça fonctionne derrière. Et donc, il n'y a plus de contrôle en vérité. Et on laisse un pouvoir, il me semble, assez important, en tout cas des capacités, entre les mains de très peu de personnes finalement. Et là, ben, ça rejoint un petit peu la remarque au niveau démocratique. Comportement, ben oui, qui va décider de savoir que tel outil, telle application va être bienveillante ou malveillante, sachant que la loi, ben, encore une fois, est complètement à la bourre. Donc, il va y avoir des intérêts industriels, ce que expliquait Norman tout à l'heure, qui vont certainement prendre le pas. Et bah, nous, on va être juste des consommateurs, des utilisateurs, et voilà, quoi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en plus, souvent, sous prétexte que ça va nous donner un petit confort ou ça va simplifier certaines choses, on va pas voir le mal forcément. Voilà, je propose de commencer par Marianne, qui lève sa main depuis un petit moment. Oui. Merci, bonsoir. Tout d'abord, merci à tous les deux. Merci Cédric, merci Thierry pour cette conf qui était super intéressante. En fait, moi, ça va être super rapide. Je voulais juste vous faire part de deux réflexions. La première, c'est à partir du moment où, enfin, j'ai envie de dire, par définition, c'est inquiétant puisque par définition, ça implique une modification du comportement, une influence du comportement, et donc par définition une perte de liberté. C'est-à-dire que quelqu'un va décider à notre place. Moi, je trouve ça inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant qu'en fait, la plupart du temps, il y a une boîte noire derrière tout ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et quelqu'un décide pour nous, en fait. Alors, et comme on ne sait pas comment ça fonctionne, enfin, moi, je le vois même dans l'entreprise, pour savoir, on nous parle d'outils avec de l'intelligence artificielle parmi tous les fournisseurs, pour savoir exactement comment fonctionnent les algorithmes, c'est très difficile de savoir, en fait. Et donc, dans la vie de tous les jours, en fait, on va être poussé, enfin notre comportement va être modifié sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on sache exactement en suivant quel chemin ou quel objectif en fait. Voilà, moi c'est ça qui me fait peur. Et un dernier point, mais c'est vraiment du détail. En fait, dans le formulaire, le sondage que tu as envoyé, Cédric, il n'y a qu'une seule personne qui a mis un 5 pour bienveillant, et c'est moi. Et c'est moi, pourquoi? Parce qu'en fait, la question, c'était est-ce que vous pensez que l'usage des nouvelles technologies peut être bienveillant? Donc, j'ai dit oui, parce que je pense qu'il pourrait être bienveillant. En fait, après, je m'attendais à une autre question. S'il y avait une question, est-ce que vous pensez qui peut être qui peut être malveillant, j'aurais mis aussi 5 en fait. D'accord. Et au fond de moi-même, je suis quand même persuadée que l'usage qui peut en être fait, c'est plutôt, alors pas forcément malveillant, mais avec un intérêt qui n'est pas forcément notre intérêt. Je remercie beaucoup Marianne qui me permet de rebondir sur deux choses. Je ne sais pas si vous avez terminé. Tout à fait, merci. Alors, je me permets de rebondir sur deux choses. Déjà, effectivement, ça fait peur. Et je rebondis sur mon travail. Je suis formateur, j'anime des conférences. Donc, on démocratise finalement ces technologies-là
en expliquant comment ça fonctionne. Donc, ça fait déjà un peu moins peur parce qu'on sait exactement ce qu'on va pouvoir faire ou ce qu'on ne va pas pouvoir faire avec. Déjà, ça peut être une façon de répondre en tout cas à cette inquiétude, de savoir déjà de quoi on est en train de parler. C'est vrai que intelligence artificielle, c'est un gros dossier. IoT, un gros dossier. IoB, en plus, c'est récent, c'est nouveau. Donc, gros dossier également. Donc, se former, ça peut être une façon. Je ne dis pas ça à titre commercial, mais se former, quoique, se former, ça peut être une façon d'en avoir un peu moins peur. Et puis, sur les usages bienveillants, oui, il y en a beaucoup et on a tendance à les oublier. Vous avez des personnes qui sont sourdes profondes, juste sur les technologies, qui permettent d'entendre de nouveau grâce à des implants cochléaires. Vous avez maintenant des implants pour les yeux. Vous avez des personnes en situation de handicap aussi qui sont aveugles ou malvoyants, qui peuvent avoir un descriptif de tout ce qui se passe autour. Donc, on ne fait pas que ça, on ne fait pas que des choses bienveillantes, effectivement, avec les nouvelles technologies, mais il y a notamment ça qui existe. Et en termes d'écologie aussi, l'IoB peut être utilisé en termes d'écologie pour pouvoir diminuer la consommation d'essence, la coupe des arbres, la tonte des gazons, etc. On peut faire plein de choses. Et puis demain, voilà, peut-être que quelqu'un qui veut arrêter de fumer va pouvoir suivre une application. Bon, il se fait guider finalement, puis hop, ça marche. Hop, il a réussi à perdre 10, 20 kilos en suivant les conseils de son application qui arrive à s'adapter au fil des jours. Voilà, on peut imaginer des choses plutôt bienveillantes et finalement, on se laisse aussi plus ou moins guider aussi par des êtres humains, des thérapeutes, des amis, etc. Et je vais devoir malheureusement vous laisser. Je vais peut-être laisser Pierre-Hugo s'exprimer. Ce sera le dernier. Mais après, vous pouvez rester entre vous et je laisserai entre les mains de Thierry. Et puis, je voulais juste vous remercier encore une fois de votre accueil. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Et on se reverra donc pour les prochaines sessions. Donc, Pierre-Hugo, quelle est votre question? Rapide. Juste le fait que j'ai découvert ce soir tout plein de choses, et visiblement, je ne suis pas le seul. Mais il me dit quand même que pour le débat démocratique, ce n'est pas tout à fait bien parti parce que je trouve que là, je me sens en déficit d'information parce qu'avec les dates que tu as données, je me dis, mais il se trame tout plein de choses dont finalement, qui impactent notre vie et notre futur. Et finalement, je suis très en retard et donc du coup, ça me permet de te remercier pour cette conférence et je pense qu'effectivement, c'est très important que tu ailles former tout plein de gens. Informer pour que les gens s'emparent de quelque chose qui est un débat. Bon, et puis juste pour terminer, l'autre jour, j'avais foutu Waze pour me déplacer dans Paris, etc. Et à un moment donné, il m'a fait prendre un itinéraire qui n'était pas vraiment intuitif. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis demandé si Waze voulait vraiment mon bien ou si quelque part, il ne m'envoyait pas en éclaireur pour aller tester une rue et ramener de la data. Faire de l'A/B testing, oui, c'est possible. Comment ? Faire de l'A/B testing, Exactement. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais finalement, et qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pourquoi il serait forcément fraternel avec moi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Il peut aussi me sacrifier, je dirais dire, bah, tiens, on va envoyer tout plein de gens, machin. Enfin, je veux dire, il peut faire 36 000 trucs. Et j'en sais rien, je ne connais pas ses intentions. Et moi, je veux bien faire... j'ai appris quelques stratégies en tant qu'humain pour tester si quelqu'un m'est sympathique ou pas sympathique, si je peux fraterniser. Mais je veux dire, je ne suis pas de taille à savoir si je peux fraterniser avec un bot. D'autant que tu viens de nous expliquer qu'il y avait un jeu là où on se faisait baiser à chaque fois, quoi, si j'ai bien compris. Alors, on se fait avoir. Alors, pas complètement. Il y a des moyens, en tout cas, je vous ai donné le moyen de l'éviter. Oui, non, mais là, c'est ludique, c'est un jeu, mais enfin, voilà, après, là, voilà, ok. Merci beaucoup pour cette intervention de Pierre-Hugo. J'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Je vous laisse dans les miens. Je remercie encore Thierry Marchand pour avoir invité à venir ce soir. Et puis, vous aurez l'occasion de me revoir à deux autres occasions. Merci Cédric. Et donc, merci beaucoup. À très bientôt.